Merci beaucoup. Alors, comme il vient d'être dit tout à l'heure par monsieur le directeur de la bibliothèque centrale de l'université Hassan Sek de Ziguinchor, au sein de laquelle nous nous trouvons actuellement, nous sommes en train de vivre aujourd'hui les premiers instants d'un futur. Un futur qui a été modélisé, qui a été pensé, qui a été réfléchi depuis des décennies par des philosophes, des scientifiques, des chercheurs et des ingénieurs. Ce futur, nous sommes déjà en train de le vivre. En tout cas, nous sommes au début de ce futur-là. Pourquoi est-ce qu'on peut dire cela? Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui a ébranlé pratiquement tous les domaines. Que ce soit le domaine de l'enseignement, donc l'éducation, que ce soit le domaine professionnel ou dans tout autre domaine. On ne passe pas une semaine sans entendre parler d'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, l'IA, comme on l'abrège souvent, a envahi tous les domaines imaginables. Et même ceux qui n'étaient pas imaginables ont été envahis par l'IA aujourd'hui. En réalité, cette révolution que nous vivons aujourd'hui a commencé depuis le 30 novembre 2022. Pourquoi? Parce qu'avant cette date, on ne parlait pas vraiment de l'IA générative, c'est-à-dire qu'on ne parlait pas de l'intelligence artificielle générative. L'intelligence artificielle, en réalité, a une histoire qui commence depuis les années 40, pour être plus précis, depuis 1943. C'est à cette date que, pour la première fois, on a modélisé un neurone artificiel, ou plus précisément, un réseau de neurones artificiels. Et là, ça a été présenté par deux personnes, Warren McKelloch et Walter Pitts. Ils l'ont publié dans un article paru en 1943. Puis, en 1950, Alan Turing a pensé, a réfléchi à ce que pourrait être une machine capable de réfléchir, entre guillemets, de penser et d'échanger exactement comme le ferait un humain. On appelle ça le test de Turing. Donc le test de Turing est un test dans lequel, d'après en tout cas la modélisation qui avait été faite, une machine échangerait, c'est-à-dire discuterait avec un humain séparé par un mur, sans que cet humain-là soit capable de détecter ou de savoir que c'est plutôt une machine à laquelle il parle et non à un humain. On appelle ça le test de Turing. Et ça, c'était en 1950. Quelques années plus tard, en 1956, lors d'une célèbre conférence qu'on appelle la conférence du Dartmouth College, Marvin Minsky ainsi que d'autres chercheurs de l'époque ont identifié l'intelligence artificielle pour la première fois comme étant un domaine de recherche scientifique et technologique. 1956 avec Marvin Minsky, lors de la conférence qu'on appelle la conférence du Dartmouth College, une conférence très célèbre parce que c'est à partir de là que les recherches sur l'IA ont réellement commencé. Des pays tels que les États-Unis, par exemple, ont investi des milliards et des milliards de dollars dans ces recherches. Il y a eu des moments de désillusion, il y a eu des moments de victoire, mais en gros, on peut citer deux hivers de l'IA. Les hivers de l'IA sont des périodes où les chercheurs, les scientifiques en IA, en fait, se sont heurtés à des impasses, à des murs infranchissables à l'époque. Il y a eu deux, de 1970 à 1980, ensuite de 1990 à 2000. Voilà les deux périodes qu'on appelle les hivers de l'IA, durant lesquelles les recherches ont été abandonnées. Puis après, à partir de 2000, 2010 en particulier, les recherches ont repris et ont avancé. En 2018, les chercheurs en IA, accompagnés de mathématiciens, parce qu'il faut dire que l'IA, à la base, quand on regarde derrière, il y a beaucoup de mathématiques, de statistiques, de probabilités, d'autres domaines également des mathématiques. En 2018, est apparu un nouveau paradigme. Mais à cette date-là encore, on n'en parlait pas beaucoup. En tout cas pas au grand public. Ça restait dans les coulisses parce qu'ils étaient encore en phase de recherche. Et vous savez que les chercheurs préfèrent taire d'abord leurs travaux, même si ça a l'air de donner quelque chose d'intéressant. Ils préfèrent attendre d'abord que ça se concrétise avant d'en parler. Et c'est tout à fait normal. Et voilà comment, le 30 novembre 2022, alors que le monde se réveillait sous un soleil qu'il pensait être identique à celui de la veille, il a été fait une annonce historique par Sam Altman, directeur de OpenAI. OpenAI, c'est la société qui a
permis la création, on va dire, de ce modèle d'IA qu'on appelle les LLM. C'est le 30 novembre 2022 que ça a été annoncé pour la première fois. Alors pour vous donner un petit aperçu de l'impact que cela a eu directement depuis sa sortie. Du 30 novembre 2022 au 1er janvier 2023, il y a eu un nombre considérable de personnes qui se sont abonnées ou qui ont ouvert un compte ChatGPT. En novembre, il y a eu quelques centaines de milliers environ. Et vous savez combien ils étaient en janvier 2024? Plusieurs millions. Autre chiffre. Savez-vous combien de comptes ChatGPT, donc de personnes actives sur ChatGPT, il y avait en décembre 2024? 300 millions. En décembre 2024, il y avait 300 millions de personnes actives sur ChatGPT. Savez-vous combien ils étaient en février 2025? Juste 2 mois après? Vous n'allez pas imaginer, j'en suis sûr. 400 millions. Donc, de décembre 2024, on est passé de 300 millions à 400 millions en février 2025. C'est pour vous dire, en fait, vous donner un ordre de grandeur de l'impact, de l'engouement que l'intelligence artificielle a, en particulier depuis 2022, a sur le monde ou sur le monde entier. En réalité, à partir de cette date, on est passé de l'intelligence artificielle à l'intelligence artificielle générative. Et c'est ça le thème qui nous amène aujourd'hui. L'impact de l'intelligence artificielle générative. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Parce que si l'on veut définir par exemple l'IA, l'intelligence artificielle, on pourrait définir l'IA comme étant un agent matériel ou logiciel capable de reproduire certains comportements qui appartiennent plutôt à des humains. Ça, c'est la définition classique de l'IA. C'est pourquoi dans l'IA, on peut parler de la robotique. On peut parler également d'agents conversationnels, comme c'est le cas par exemple de ChatGPT. Mais vous savez que l'IA générative est une IA qui est capable non seulement de comprendre le langage humain, on appelle ça NLP, Natural Language Processing, traitement automatique du langage naturel, et ce langage naturel, il est fait de la parole, comme là en ce moment je vous parle, il est fait également de texte ou d'écrit, il peut également être fait d'images, parce qu'on parle aussi à travers des images, il est fait aussi à partir de vidéos, c'est-à-dire audio plus vidéo, audio plus images plutôt, qui font la vidéo. Donc l'intelligence artificielle générative est cette IA capable de comprendre le langage humain, quelle que soit la forme sous laquelle on la lui présente, mais également d'analyser, de traiter, mais aussi de répondre aux questions qui lui sont posées. On appelle ça le prompt engineering. Et justement, ChatGPT, voilà pourquoi cette IA aujourd'hui est très connue, répandue, pas seulement parce qu'elle a été l'une des premières dans ce modèle-là qui a été annoncé en 2022, mais également par sa capacité à recevoir des questions ou à prendre les questions qu'on lui pose, à les comprendre, à traiter, à analyser et à répondre aussi de manière textuelle. Depuis quelque temps, ce qui n'était pas le cas avant, ChatGPT est capable de répondre à des questions vocales. Parce qu'au début, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de saisir des questions à l'écrit, textuelles. On appelle ça le prompt engineering, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais depuis quelque temps, ChatGPT est capable également de comprendre une requête qui lui est donnée de manière orale ou vocale, mais également d'y répondre avec un audio. Et vous avez même le choix entre les voix qui vous plaisent, ça peut être une voix féminine, une voix masculine, et même le terme de la voix, vous pouvez également le changer. Mais en même temps, par derrière, il génère, de manière écrite, il génère la réponse à la question que vous lui avez posée. La réponse qu'il vous donne, il la génère également de manière écrite, vous permettant ainsi de pouvoir y accéder ultérieurement pour un traitement quelconque. Donc, voilà réellement ce que signifie l'intelligence artificielle générative. Une IA capable de recevoir du texte, une voix, une image, etc., et de pouvoir traiter, interpréter. Tout cela grâce à ce qu'on appelle une technologie de NLP. Les NLP et les LLM, peut-être qu'on va y revenir un peu plus tard. Alors, quel est l'impact du point de vue de l'enseignement supérieur?
je vais pousser rapidement cette partie, parce que je sais qu'on va y revenir avec vos questions, c'est certain. Déjà, on va parler peut-être, si vous voulez, des dangers ou des risques. Le premier risque dont tous les enseignants se plaignent, vous savez c'est lequel, n'est-ce pas? C'est le plagiat. Surtout quand on est dans le domaine de la recherche, pour ceux qui sont en phase de thèse, de doctorat, mais même ceux qui sont en master ou en licence. Aujourd'hui, pratiquement tous les étudiants utilisent ChatGPT parce que c'est le premier qu'ils ont découvert et peut-être celui qui maîtrise le mieux. Mais tout le monde l'utilise. On leur donne des travaux à faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du copier-coller comme on dit. Naturellement, c'est ce qu'on appelle le plagiat. Surtout quand on ne cite pas l'auteur de la source. N'est-ce pas? Autre chose, c'est pour ceux qui ont de la recherche, par exemple. Nous savons que la recherche universitaire, elle répond à des exigences d'authenticité, de véridicité par rapport aux informations qu'on donne, mais elle répond également à une exigence ou à des exigences d'intégrité. On parle d'intégrité dans la recherche scientifique. Lors de la conférence inaugurale que j'ai donnée à Sansei, je pense que c'était le 30 janvier 2025, c'était le thème principal. Parce que c'était un rapport direct avec le thème central et doctoral 2025. C'est pour dire que c'est quelque chose de très important dont il faut tenir compte lorsqu'on utilise l'IA ou lorsqu'on encadre peut-être des étudiants qui font de la recherche, qui se préparent à présenter par exemple un mémoire, que ce soit de licence 3, de master, etc., ou même thèse de doctorat. Mais il y a également des avantages, des opportunités. Puisqu'on est dans le cadre de l'enseignement supérieur et que j'ai pris l'exemple tout de suite des chercheurs, des étudiants qui sont en phase d'écriture de mémoire, nous savons que l'une des principales difficultés dans ce milieu-là, pour ceux qui sont des chercheurs ou des étudiants en général, c'est l'accès à l'information. Ça veut dire quoi? C'est l'accès aux ressources livresques, documentaires. Quand on fait la recherche documentaire, qui est une étape incontournable quand on fait la recherche documentaire, elle est absolument importante. Et la difficulté majeure que nous avons, surtout dans nos universités, en Afrique et en particulier au Sénégal, c'est quoi? C'est de pouvoir accéder aux livres. Ce n'est pas toutes les universités qui ont tous les livres, qui ont toute la documentation nécessaire. Parfois, ça peut dépendre également du domaine dans lequel nous nous trouvons. Mais il faut dire également qu'il y a des domaines qui sont tellement dynamiques, tellement évolutifs, et ça fait que il y a beaucoup de nouveautés qui apparaissent. Et ces livres-là ne sont pas toujours les derniers qui existent par rapport au sujet qui est donné. Alors l'avantage de l'IA dans ce domaine-là, c'est quoi? C'est de permettre aux étudiants de faire des recherches ciblées par rapport à une thématique bien précise et avec la possibilité de demander, d'éditer ou de générer les sources qui abordent ce thème ou ce sujet. Ça, c'est intéressant. Par exemple, avec ChatGPT, parce que je parle surtout de ce chat, parce que c'est ce que vous connaissez le plus, nous tous d'ailleurs, et il y a une option qu'on appelle /R, quand on écrit le prompt, qui nous permet de demander à l'IA, après lui avoir donné un thème, il lui aura posé des questions, de lui demander de nous sortir les sources, toutes les sources des articles web, internet ou même des livres vers lesquels il est allé puiser son information. C'est ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme si c'était une plateforme qui avait une base de données quelque part où il y avait toutes les réponses possibles à toutes les questions imaginables. Non. Par rapport à la question que vous lui posez, qui devrait justement être structurée, il identifie ce qu'on appelle les mots-clés. Et c'est là, puisque vous avez précisé le contexte, qu'il va aller chercher sur Internet tous les articles authentiques, sourcés, qui sont les plus sérieux, vers lesquels il est allé chercher l'information et il vous les affiche. Et franchement, j'ai fait quelques tests avec quelques étudiants d'ici, des chercheurs, et tous ont dit à l'unanimité que c'était quelque chose qui les avait beaucoup aidé à avancer parce qu'ils avaient du mal à avoir accès aux informations en rapport avec leur recherche. Ça, c'est un premier exemple d'opportunité ou d'avantage. Autre avantage, toujours dans le domaine de la recherche scientifique, dans le domaine de la recherche universitaire, il peut arriver parfois que vous avez besoin de transcrire. Vous avez fait par exemple des enquêtes avec des interviews. Vous avez un audio que vous avez obtenu à travers ces différentes enquêtes, ces interviews. Maintenant, il faut écrire. Vous savez, un audio d'1 minute, c'est pas écrire pour 1 minute. Hein. C'est énorme.
Lui, il sourit parce qu'il sait de quoi je parle. C'est très difficile. Alors, imaginez des audios de 5 minutes, de 15, de 20 ou de 30 minutes. Sans quoi ça arrive. Le sujet est tellement pertinent, tellement, je vais dire, avec tellement de questions, on peut avoir facilement des audios de 30 minutes. Alors, imaginez qu'il vous faille transcrire, écrire, mot pour mot, parce que c'est comme ça, il faut être fidèle à ce qui a été dit, toutes ces interviews. Vous imaginez le temps qu'il vous faudra pour ça, l'énergie. Et très souvent, l'une des ressources les plus difficiles à gérer avec ceux qui font de la recherche, c'est le temps. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. D'accord? Alors, savez-vous qu'il y a des IA qui sont capables de vous aider à faire la transcription. Vous introduisez l'audio, l'IA vous fait la transcription intégrale de votre audio. C'est magnifique, n'est-ce pas? Vous imaginez le temps qu'on gagne avec ça? Autre chose, l'IA est capable, parce que parfois vous faites des interviews peut-être dans une langue locale qui n'est pas la langue dans laquelle vous avez écrit votre thèse, votre mémoire, votre thèse, et il faut aussi traduire dans la langue finale, qui est le français généralement, après traduire en anglais. Les IA aussi peuvent vous aider. Donc vous voyez au moins 2 ou 3 avantages de l'IA. Cependant, le défi, c'est de rester intègre. La véritable difficulté, c'est notre capacité en tant qu'étudiant, par exemple, à utiliser l'IA de manière éthique et responsable. En respectant les droits d'auteur, en donnant nos sources, dans une bibliographie par exemple, ou une webographie comme on dit depuis quelque temps. Parce que donner une information qui n'est pas la nôtre, sans pour autant préciser l'auteur ni la source, c'est pas honnête. Et ça, c'est l'un des véritables défis que nous pouvons avoir en tant qu'étudiants, en tant que chercheurs. Maintenant, on va en venir aux professeurs. Avantage pour les professeurs, pour ce qui est de l'IA générative. L'IA générative permet aux professeurs aujourd'hui de créer une documentation, de générer par exemple des questionnaires pour préparer les étudiants aux examens ou même aux évaluations, ou même de créer des évaluations sur la base des cours qu'eux-mêmes auront donnés. Donc ils donnent à l'IA le PDF par exemple du document, le PDF du cours plutôt, et ils demandent à l'IA de générer sur cette base, à partir de telle ou telle partie, un questionnaire de 10 ou 20 questions, en prenant le soin de préparer les réponses, mais de séparer les réponses du questionnaire. C'est pas qu'il ne connaît pas, c'est son cours, il connaît parfaitement. Alors, au lieu d'être là à écrire ligne par ligne, mot par mot, tout un questionnaire, vous imaginez le temps énorme que le professeur il gagne avec cela, juste en introduisant le PDF de son cours à l'IA et en lui demandant de générer un questionnaire de 10 à 20 questions, tout en lui demandant de préparer également des réponses. Vous voyez un peu? Donc, voilà autant d'éléments qui montrent qu'en fait, on ne devrait pas se braquer quand on voit des gens qui utilisent l'IA, parce qu'on ne pourra pas empêcher les étudiants, on ne pourra empêcher personne d'utiliser l'IA. Parfois, je vois sur certains réseaux sociaux professionnels, tels que LinkedIn par exemple, certains qui s'insurgent, oui, mes employés utilisent l'IA, etc. Mais ça dépend de ce qu'ils font avec. Mais dire qu'il faut qu'ils arrêtent totalement d'utiliser l'IA, je pense que c'est un peu utopique. C'est un peu utopique. Parce que l'IA a beaucoup d'avantages. Ça peut par exemple booster la productivité et nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans certaines tâches répétitives, juste pour nous permettre de pouvoir consacrer ce temps de manière utile à d'autres choses plus importantes. Donc, c'est vrai que dans chaque chose, dans chaque invention humaine, qu'elle soit scientifique, technique, ce que vous voulez, il y a le revers de la médaille, c'est normal. Mais la vraie question, c'est comment faire pour sensibiliser ceux qui utilisent l'IA afin que chacun puisse utiliser l'IA de manière éthique et responsable. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et peut-être le reste viendra avec les questions. Merci beaucoup. Merci infiniment à M. Sadio pour le pragmatisme très panafricain et également américain. Parce que le respect du temps est très important. Thomas Sankara disait, le développement commence par le respect de l'heure. Et puisque nous sommes
ici, maximum avant midi, nous devons vraiment libérer la salle pour permettre à d'autres aussi de venir faire leurs recherches. Et je pense que vous avez beaucoup à dire et vous avez fait un résumé résumatif en laissant une marge également aux participants de pouvoir poser des questions pour que vous puissiez revenir de fond en comble. D'abord, en faisant l'historique de l'IA, que c'est quelque chose qui ne date pas de nos jours, c'est depuis les années 1943. Alors, tout a commencé à partir de 1943. Et avec une évolution, en 1950, nous avons déjà une machine capable d'échanger avec un humain, sans pour autant qu'on se rende compte que ce n'est pas un humain qui parle. C'est ce que vous appelez le texte naturel. En 1956 déjà, l'IA est entrée dans le domaine de la recherche scientifique. Et il a fallu également attendre en 2018 pour qu'il y ait l'apparition de nouveaux paradigmes. Et le 30 novembre 2022, c'est là où tout a vraiment, c'est là où on parle de la véritable révolution de l'IA. Et de 2022 jusqu'en 2025, au moment où nous parlons, il y a vraiment une évolution à vitesse exponentielle de l'IA. Parce que on est passé en décembre 2024 de 300 millions à aujourd'hui, en février, à 400 000. Ce qui montre toute la quintessence, l'importance que le monde accorde à l'intelligence artificielle. Il est également revenu sur le fait que l'intelligence artificielle comprend également le langage humain en répondant aux questions posées. Alors ça, c'est juste une définition, surtout en parlant de l'intelligence artificielle générative, qui n'est rien d'autre que le fait que l'IA comprend le langage humain et a échangé avec l'être humain. On lui pose des questions, il répond. Et à cela s'ajoute également le fait qu'il y a eu également de l'IA. On peut même, à partir de l'IA, l'IA peut répondre à nos vocaux. C'est-à-dire poser une question à travers un vocal et que l'IA nous répond à travers également un vocal, mais en même temps générer la réponse. Parlant maintenant de l'impact de l'IA du point de vue de la recherche des études supérieures, il a d'abord montré les risques. Les risques, d'ailleurs, il s'est focalisé sur deux: le plagiat et également l'intégrité dans la recherche scientifique. Mais, comme c'est tout à fait normal, parce que toute chose a son côté positif et négatif. En ce qui concerne les avantages, il est largement revenu sur la plupart des préoccupations des étudiants et surtout de tous les chercheurs. C'est le problème de la documentation. Avec l'IA, cela est résolu parce qu'il y a accès. On a accès aux sources de tous les documents que l'on consulte. L'IA nous permet, en dehors de nous donner la réponse, de nous donner les références à partir desquelles on a puisé les informations. L'autre avantage, quand il disait, j'ai presque souri parce que c'est la transcription. Pour les sociologues et tous ceux qui font l'étude de terrain, on sait que c'est le plus difficile du travail de terrain. Il peut même arriver qu'on ait des entretiens qui dépassent 1h30, qui vont au-delà de 2 heures.
Et là, pour transcrire ces arts de Dieu, il nous faut maximum de temps. Mais avec l'IA, ça nous permet de gagner en temps et en énergie. Voilà. Il y a également la traduction, qui permet de traduire toutes les données qui sont en langue locale. Et sur cela, je pense que peut-être qu'il vous attend poser des questions. Pour que l'IA puisse également traduire les données d'une langue locale, il faudrait effectivement que cette langue-là soit codifiée et que l'IA aussi reconnaisse l'algorithme. Parce que nous avions tenté, nous avons testé cela à l'université. Et avec lui, nous étions avec Mme Deykouba. Et malheureusement, pour certaines langues, ça a passé et pour d'autres, ça n'a pas passé. Les avantages pour les professeurs, c'est que l'IA leur permet de trier et de générer les questionnaires de 10 à 20 questions. Cela leur permet non seulement de gagner du temps, mais de pouvoir faire le résumé, le cours. Et voilà, de façon résumée, l'essentiel de sa présentation. À présent, la parole est à l'assistant. Pour ce faire, tous ceux qui veulent poser des questions, nous allons ouvrir une première liste. S'il faut prendre au maximum 5 personnes, ils vont poser leurs questions, ils apportent des réponses et ensuite, s'ils ne sont pas contraints par le temps, on pourra également continuer en ouvrant une autre liste. Voilà, la parole est à celles ou ceux qui veulent. Voilà. Descends.